Impôts et Justice Sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue sur Impôts et Justice Sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Africaines et Africains, bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast en français du réseau Tax Justice Network. Nous parlerons aujourd'hui des prix de transfert. Qu'est-ce que c'est, comment et pourquoi cela nuit à l'Afrique? Quelle appréciation on peut avoir des solutions pour réduire sa portée aujourd'hui? Ce sont là des questions auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses ce jour. Pour aujourd'hui, pas de point de vue des citoyennes et citoyens ordinaires que vous êtes. Nous avons choisi de recueillir les avis des citoyens engagés dans le cadre du reportage de Béatrice Kazé. Notre invité ce jour est Alex Cobham. Il est le directeur exécutif de Tax Justice Network. Avec lui, on discutera du principe du arm's length et de l'évolution de sa pratique dans le système fiscal international. À l'international, justement, la Grande-Bretagne s'est engagée à soutenir l'Afrique avec 47 millions de livres sterling. Rien que ça, pour lutter contre les flux financiers illicites. Nous écouterons à ce propos John Christensen, il est directeur et président du conseil du Tax Justice Network, et nous reviendrons aussi sur les autres actualités internationales. N'oubliez pas que vous pouvez suivre ce podcast sur des dizaines de radios francophones partenaires en Afrique. La page de l'émission est Impôts Social avec 2 S, évidemment, Impôts Social.libsyn, Libsyn avec yn.com. Vous pouvez aussi continuer de nous suivre et même d'interagir avec nous via notre page Facebook à l'adresse Facebook/Impôts et Justice Sociale ou notre compte Twitter Impôts Social, Impôts avec S et social, évidemment, le tout relié. La page YouTube est www.impotsetjusticesociale.com et pour ceux qui ont l'application Stitcher, c'est www.stitcher.com/podcast/Idriss avec 2 S /impôt pluriel et justice sociale. Je profite pour saluer nos amis du groupe Facebook, groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal. C'est un groupe burkinabé qui a accepté de nous accueillir comme membres. Je vous dis bonjour et j'espère très bientôt qu'on aura l'occasion d'avoir votre expertise sur ces problématiques de finances en Afrique. Voilà pour les annonces. À très bientôt pour la suite. Pendant de nombreuses années, les compagnies multinationales ont eu le droit, et d'ailleurs elles ont toujours ce droit, d'effectuer des transactions entre leurs différentes filiales et succursales. Elles le faisaient sur la base du principe admis qu'elles respecteraient les règles de la libre concurrence et ne chercheraient pas à minorer ou majorer leurs ventes ou leurs achats en fonction de leurs intérêts. Mais c'était avant la naissance des paradis fiscaux qui ont permis que puisse être réduite la base imposable, notamment pour les pays de production, le plus souvent des pays à faible revenu, parmi lesquels on compte de nombreux Africains. Comment cela, y compris des citoyens engagés d'Afrique? Quelles implications, quelles appréciations, des solutions qui sont proposées? Ce sont là des questions auxquelles essaye de répondre Béatrice Kazé avec un nouveau reportage qu'il est plutôt intéressant de suivre. Le reportage. La plupart des débats sur la fiscalité dans les pays africains, notamment, portent sur la fuite des recettes fiscales vers les paradis fiscaux offshore. Mais il y a très peu de discussions sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Même lorsqu'on sollicite le citoyen engagé d'Afrique,
Les faibles revenus fiscaux sont liés à d'autres causes. Nous avons échangé avec quelques-uns d'entre eux, notamment Guy Lebrun-Ambomo. Il est assistant de programme au sein du réseau de lutte contre la faim, une ONG camerounaise dont le combat, entre autres, est une meilleure répartition des revenus des ressources extractives dans le pays. C'est un laxisme de la part de l'État. Parce que quand vous prenez les pays comme les nôtres, nous comptons pour beaucoup sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Si vous prenez le cas du Cameroun, vous prenez un document qui a été adopté par le gouvernement du Cameroun en 2009, qui s'appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une part belle dans ce document-là qui est réservée à l'exploitation des ressources naturelles extractives, pétrole, mine, gaz. Et donc, quand on se fixe un tel cap, il faut se donner, comme on dit souvent de façon triviale, les moyens de sa politique dans l'exploitation des industries extractives. Ça veut dire que vous avez les ressources humaines qu'il vous faut pour mettre en exploitation vos ressources. Si vous ne l'avez pas, et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que quels sont les éléments qui motivent notre décision d'extraire. Notre décision d'extraire devrait être basée sur le fait qu'on est capable nous-mêmes, on a la ressource qu'il faut pour développer, pour exploiter nos ressources. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette ressource-là et qu'on va se fier à l'expertise extérieure, ça ne vaut pas la peine parce que ça ne va pas nous rapporter grand-chose. Pour sa part, Eric Bizil, le responsable de la sous-région Afrique centrale pour l'organisation Publish What You Pay, pense déjà que les prix de transfert pèsent sur le potentiel des pays africains à mobiliser des revenus sur leurs ressources minières. Les revenus prélevés par les États le sont sur les bénéfices générés par les compagnies extractives. Et le prix de transfert est tout simplement une pratique qui consiste pour les compagnies extractives, et pas seulement d'ailleurs, à donner l'impression qu'elles ne réalisent pas véritablement de bénéfices et par conséquent à réduire la marge imposable. En luttant contre une telle pratique, les États auraient donc à prélever des bénéfices sur un impôt beaucoup plus consistant que celui généralement présenté par les compagnies. Une grande partie des échanges mondiaux s'effectue sous la forme de transactions transnationales au sein des grands groupes multinationaux, notamment dans le secteur minier. Les filiales et succursales d'une même multinationale s'échangent en effet de nombreux biens et services. Ces transactions intra-groupes multinationaux ne sont pas soumises au même mécanisme de marché que les transactions entre entreprises indépendantes. On parle de transactions contrôlées. Si les prix des transactions contrôlées sont artificiellement minorés ou majorés, ils peuvent entraîner un transfert des bénéfices imposables d'un pays à l'autre. Le défi, c'est que cette question ne semble pas constituer une source majeure de réflexion pour les politiques fiscales africaines, notamment dans le secteur des mines, les principaux produits d'exportation et sources de revenus de la région. Salisso, un chercheur associé au sein de l'ONG sénégalaise Article 19, a partagé avec nous un ensemble de progressions faites dans le cadre de l'encadrement des ressources extractives au Sénégal. Pour lui, les prix de transfert ne sont pas aux premières lignes. Je pense que ces questions-là sont d'actualité et demandent une réflexion approfondie de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur. Le Sénégal a initié une révision du code pétrolier et a modifié en 2003 son code minier. Et dans le cadre de la révision du code pétrolier, on a envisagé le développement d'un projet de loi sur le content local pour que les entreprises sénégalaises, l'expertise sénégalaise, la population sénégalaise puissent aussi participer à ces travaux et bénéficier aussi d'un certain nombre de revenus en ce qui concerne plus ou moins l'exploitation pétrolière et gazière. Certains acteurs de la société civile estiment aussi que le problème est lié à la faible capacité des administrations africaines à pouvoir apporter des réponses positives à ce problème. C'est le cas de Ti Tiaban, directeur exécutif du Centre africain de plaidoyer, une organisation membre de Tax Justice Network Africa. Vous savez, en général, les fiscalistes de beaucoup de pays d'Afrique manquent de capacité pour apprécier et vérifier la base imposable.
très souvent les négociations dans l'octroi des accords d'exploitation de ces mines sont très opaques. Alors, ces négociations manquent de transparence. Et par exemple, les fiscalistes ne sont pas assez impliqués ou leurs points de vue ne sont pas pris en compte par ceux impliqués dans les négociations ou bien lors de ces négociations. Et très souvent aussi, les investisseurs profitent de la faiblesse des capacités des nationaux et du manque de transparence dans les négociations pour faire glisser certaines des dispositions fiscales qui leur sont favorables. Depuis plusieurs années, cette question des prix de transfert préoccupe les gouvernements et administrations du monde, mais la préoccupation est devenue plus forte ces dernières années. Des pays comme le Nigeria ont pris de l'avance dans la région. L'administration fiscale de ce pays impose de faire des déclarations pays par pays pour les multinationales qui y opèrent. Jusqu'ici, la méthode la plus utilisée a souvent été celle du arm's length, celle du prix comparable. Mais les résultats se sont avérés catastrophiques car de nombreuses opérations ne sont pas toujours présentes sur le marché ou alors il existe des produits où il n'existe pas de prix de référence. Pour sa part, Tax Justice Network a toujours milité pour une approche où seraient pris en compte non pas seulement les indicateurs de vente, mais aussi ceux des pays de production qui seraient plus profitables aux pays à faible revenu. Une façon de voir qui trouve un écho favorable dans la société civile africaine. Salisso. Moi, je pense que plus ou moins c'est une idée heureuse en espérant l'aboutissement de cette initiative et vivement que nos États puissent adopter ce modèle-là pour amenuiser plus ou moins les pertes fiscales qui sont... Parce que nos États bénéficient d'abord d'une faible pression fiscale et si on met à profit les exonérations fiscales et les prix de transfert, ça impacte lourdement sur le budget. Je pense que cette modélisation est une idée heureuse et plus ou moins on devrait avancer, on devrait mûrir et approfondir la réflexion et faire un fort plaidoyer afin que nos États puissent adopter ce modèle. En attendant, les pays de l'OCDE, qui sont désormais autant touchés que les pays les plus pauvres, ont réussi à rallier le FMI à leur cause. Ce dernier, dans un récent rapport, reconnaît que le principe du prix comparable sur un marché libre a évolué. Un changement d'attitude très salué chez Tax Justice Network. Merci Béatrice, qui ne nous quitte pas. Elle est allée interroger Alex Copham, c'est le directeur exécutif du réseau Tax Justice Network, sur ce que c'est que le arm's length et ses considérations actuelles dans l'univers de la fiscalité internationale. On écoute cette interview et on se retrouve tout à l'heure. L'invité du jour. Alex Copham, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer l'approche du arm's length dans le domaine fiscal? L'approche arm's length dans le cadre de la fiscalité des multinationales a été érigée au rang de règle internationale depuis aujourd'hui près de 100 ans. Elle dit la chose suivante. Les différentes entreprises appartenant à un groupe multinational devraient traiter entre elles comme si elles évoluaient dans un marché concurrentiel et ouvert. Et non entre des parties qui sont liées. Cela suppose que si les prix pratiqués par ces entreprises ne sont pas ceux d'un marché libre, alors le bénéfice qui en sera réalisé par chacune des compagnies devra être taxé. Le problème avec cette approche, c'est que si les sociétés sont consolidées dans des multinationales, c'est parce qu'elles ne veulent pas se comporter comme un marché ouvert. Le but réel est de maximiser les profits au niveau du groupe lui-même et on ne se soucie pas toujours de ce qui arrive plus en bas. Ainsi, le arm's length ouvre donc la voie
a des possibilités de manipuler des prix afin d'avoir des bénéfices là où c'est le meilleur pour le groupe multinational d'optimiser ses profits et ainsi de réduire le niveau des paiements fiscaux ailleurs. Cela est renforcé par le fait que de nombreuses opérations qui se déroulent entre les entités multinationales n'ont pas d'équivalent sur le marché, par exemple. Si une filiale de Google paye pour avoir le droit d'utiliser la marque de Google située dans les îles des Bermudes ou toute autre région du même type, il n'y a pas de marché libre sur lequel la filiale de Google achètera cette marque. Il ne sera donc pas facile pour la technique du arm's length de vérifier si le prix pratiqué dans une telle transaction est approprié ou pas. Ainsi, il est devenu assez facile pour les compagnies de fixer des prix sur la base de ce que l'OCDE trouvait acceptable pour payer les prix les plus bas et passer la fiscalité dans les filiales situées dans les juridictions avec la contrainte fiscale la plus faible et non pas au niveau de l'endroit où l'activité économique se déroule. C'est pourquoi de nombreux pays de l'OCDE se sont dit aujourd'hui, ils sont d'avis que le arm's length a suffisamment duré, un point sur lequel Tax Justice Network avait fait des propositions depuis 2003. Au départ de cette initiative, le but était de maximiser les profits en imposant les groupes au niveau de chacune des filiales, mais des études faites par Tax Justice Network prouvent le contraire. Pouvez-vous expliquer? En 2013, les pays de l'OCDE ont débuté avec le processus appelé le plan d'action contre l'érosion de la base imposable et leur transfert, ou encore BEPS. Et sur 2 ans, ils ont essayé d'arranger les problèmes que posait le arm's length via une série de 15 points d'intervention. Cela a été décidé lors d'un sommet du G20, mais le seul point d'accord sur ces BEPS était de réduire le manque de cohérence entre les endroits où les entreprises étaient taxées et ceux où se déroulaient leurs activités. Bien sûr, il avait été décidé que le principe du arm's length doit être défendu plus que de faire l'objet des critiques. Ainsi, le genre de solutions qui pouvaient être mises en œuvre pour éviter les différences de taxation ont été retirées de la table de discussion. Ainsi, lorsqu'on voit le processus des BEPS, c'est une série de réparations qui, d'une certaine manière, ont échoué à atteindre les solutions envisagées. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'y met, y compris l'OCDE elle-même, ses pays membres et les pays à faible revenu qui ont été les plus grands perdants des transferts de bénéfices, qui disent qu'on doit aller au-delà du principe du arm's length. Tax Justice Network défend l'idée d'une nouvelle formule de calcul des impôts des multinationales qui est saluée par le FMI aujourd'hui. Comment cela marcherait exactement? Le Fonds monétaire international estime que les pertes globales des revenus des transferts de bénéfices par les compagnies multinationales atteignent les 600 milliards chaque année. Notre approche avec des données plus pertinentes nous permet de dire que les pertes sont de 500 milliards de dollars par an. Toutefois, nous sommes d'accord avec les recherches du FMI que les pertes sont plus ressenties par les pays à faible revenu qui y laissent 200 milliards de dollars chaque année. Cela dit, les pays à faible revenu perdent encore plus lorsqu'on compare en termes de produit intérieur brut et en termes de part de recettes fiscales, car ces pays ont généralement des ratios recettes fiscales sur produit intérieur brut les plus faibles. Ainsi, il s'avère important qu'on cherche à arranger cela pour ces pays, pas seulement pour les pays de l'OCDE qui, eux, ont plus de pouvoir. Nos travaux montrent, de même que les nouvelles recherches du Fonds monétaire international, que si on alloue les profits des multinationales sur une base unitaire, on pourra évaluer les bénéfices et les repartir en fonction des principaux endroits où se déroulent leurs activités.
Ce sera nettement meilleur que l'approche actuelle du arm's length en termes d'alignement des bénéfices avec les activités économiques et en termes de réduction des pertes fiscales auxquelles les pays à faible revenu font face. Ce qui compte vraiment lorsqu'il est question de mesurer l'activité économique, c'est que lorsqu'il est question de mesurer l'activité économique, cela repose sur 3 points. Les ventes, les actifs physiques et l'emploi. Les ventes sont progressivement en train de sortir parce que parfois le marché final est souvent de manière disproportionnée le plus gros marché et le moins taxé. L'emploi pour sa part est en progression constante parce que lorsque des emplois sont créés dans les pays à faible revenu, ils deviennent des pays producteurs et non seulement des pays consommateurs. Ainsi, si on met ensemble les ventes et les emplois, qui est la formule utilisée au Canada pour rapprocher les profits entre ces différentes provinces, nous avons un résultat plus équilibré. Les recherches du FMI montrent que les pays en développement gagneront plus de 30% de recettes fiscales supplémentaires si l'évaluation du principal pôle d'activité est évaluée sur la base des emplois, plutôt que sur celle des ventes. On peut aussi introduire l'approche d'analyse via les actifs physiques. C'est une solution qui est en train d'être proposée par l'Union européenne, mais la question des actifs physiques n'est pas facile à manipuler. Et peut-être que ce sera plus facile de recourir aux données sur l'emploi qui profiteraient plus aux pays à faible revenu. Qu'est-ce qui a changé dans la mentalité des pays de l'OCDE et du FMI? Pourquoi ce changement de position selon vous? Le gros changement au sein de l'OCDE est que les pays puissants parmi ses membres ont réalisé qu'ils perdent autant d'argent du transfert des profits, tout comme les pays à faible revenu. Et nos recherches, particulièrement les multinationales américaines dont nous avons les données, montrent qu'il y a eu une explosion des transferts de profits et nos chiffres indiquent que dans les années 90, entre 5 et 10% des bénéfices des multinationales américaines s'achèvent dans les paradis fiscaux où ils n'ont pas un niveau équivalent d'activité. Mais des recherches plus récentes montrent qu'on atteint désormais 25 ou 30% des transferts de profits et certaines données parlent même de 40%. On est donc parti d'une situation où c'était une pratique marginale à un moment où cette façon de faire domine au sein des multinationales américaines. La perte de revenus s'est faite au détriment des pays développés, pas seulement pour les pays à faible revenu, même si ces derniers en souffrent le plus. Je crois que c'est pour cette raison qu'on voit les choses bouger avec cette situation sans précédent où de plus en plus des pays de l'OCDE et le FMI ainsi que des pays puissants se disent qu'il est désormais temps d'aller au-delà du principe du arm's length. Nous accueillons cela positivement car c'est toujours ce que nous avons recommandé. Mais il sera crucial que la manière dont ce changement s'opère priorise les recettes pour les pays à faible revenu. Cela dit, il faudra donc en arriver à une formule générale qui prend en compte le poids des emplois plutôt que celui des ventes dans la prise en compte des activités économiques des multinationales et d'évaluer les bénéfices sur cette base. Merci Béatrice et on dira, même comme c'est un podcast francophone, thank you Alex, qui je rappelle est le directeur exécutif de Tax Justice Network. Vous l'aurez compris, la technique de la concurrence parfaite du arm's length au sein des multinationales ne marche pas toujours. Tax Justice Network militera toujours pour une taxation plus pertinente pour les pays à faible revenu. Ce sera le début d'un cercle vertueux pour la mobilisation des ressources dont ils ont tant besoin pour développer leur continent. À titre d'indicatif, la Banque africaine de développement estime aujourd'hui à 190 milliards de dollars
les besoins de financement pour les infrastructures dans la région. Alors, sur le sujet du arm's length, sur le sujet des prix de transfert, n'hésitez pas à aller sur le site du réseau, le site internet du réseau Tax Justice Network, où vous pourrez lire les analyses qui ont été faites sur ce sujet, et aussi la voix du FMI a été donnée par Christine Lagarde elle-même. Nous vous invitons à lire d'ailleurs d'autres rapports très pertinents sur le sujet. Nous vous enverrons des liens dans vos adresses email et éventuellement aussi sur la page du podcast qui sera publié. Et comme ça, vous pourrez télécharger et lire autant que vous voulez. L'actualité internationale. En actualité internationale, on commence par cette bonne nouvelle. La Grande-Bretagne qui a décidé d'accorder 47 millions de livres sterling pour aider les pays africains à lutter contre les flux financiers illicites. John Christensen, directeur et président de Tax Justice Network, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur ce sujet. Bonjour John, il y a cette nouvelle de la Grande-Bretagne qui engage 47 millions de livres sterling. En Afrique, une partie de ces fonds sera consacrée au renforcement des capacités en matière fiscale. Est-ce que c'est de votre point de vue une initiative qui produira des impacts pertinents ? Oui, la contribution de 47 millions de livres sterling à la lutte contre le flux financier illicite est bien utile. Nous avons vu comment des sommes relativement modestes investies dans des initiatives internationales telles que inspecteurs des impôts sans frontières, par exemple, peuvent faire toute la différence. Pour chaque livre sterling investi dans les inspecteurs des impôts sans frontières, les gouvernements perçoivent environ 100 livres de recettes fiscales récupérées. Et les grandes entreprises qui évitent l'impôt sont obligées de changer de comportement, et ce qui est très important. Fournir des fonds pour former et renforcer l'expérience des fonctionnaires de l'administration fiscale est un moyen efficace de développer des finances publiques viables et de lutter contre le comportement fiscal agressif des entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. Renforcer la capacité des autorités fiscales à s'attaquer à la fraude fiscale au niveau de l'entreprise est une étape importante, mais d'autres mesures sont tout aussi importantes, notamment en prenant des mesures énergiques contre de nombreux paradis fiscaux, les paradis fiscaux britanniques par exemple, qui offrent un espace secret permettant aux flux financiers illicites de quitter l'Afrique et d'effectuer leur transition vers les marchés financiers en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on compte des centaines d'entreprises qui sont dans des territoires à faible fiscalité et qui opèrent en Afrique. Elles sont membres de la couronne britannique. Est-ce que ce ne serait pas plus cohérent de voir les pays et organisations africaines faire plus de pression pour que ces pays-là deviennent de plus en plus transparents avec leur registre d'entreprise? Ce que nous appelons la toile d'araignée britannique des paradis fiscaux se divise en deux catégories. Certaines sont appelées dépendances de la couronne et d'autres des territoires d'outre-mer. Les dépendances de la couronne se composent des îles de Guernsey, de l'île d'Aman et de Jersey. Les territoires d'outre-mer comprennent les îles Cayman, les îles Vierges britanniques, les Bermudes, les îles Turques et Caicos, Gibraltar et d'autres. Ce sont quelques-uns des paradis fiscaux les plus notoires de la planète. Entre eux et avec la Cité de Londres, ils contrôlent un quart du marché mondial des services financiers offshore. Et ils hébergent des centaines de milliards de sociétés écrins et de fiducies offshore. Le problème majeur de ces sociétés écrins offshore est leur manque de transparence. Elles sont totalement secrètes.
nous ne savons pas à qui ils appartiennent et nous ne savons ni comment ni où elles opèrent. Donc, ces secrets les rendent attrayants pour le criminel, les entreprises corrompues et les élites politiques. Si nous voulons lutter contre la corruption, nous devons éliminer le manque de transparence. Et pour ce faire, nous devons obliger tous les pays à rendre leurs registres de société accessibles au public. Les registres publics empêcheraient les criminels de cacher leurs activités et leurs identités à l'étranger. L'Union européenne a adopté les registres publics en tant que nouvelle norme. Le Royaume-Uni s'est doté d'une norme de registre public. Mais les dépendances de la couronne et les territoires d'outre-mer refusent d'adopter cette norme eux-mêmes. La première ministre britannique, Theresa May, ne fait pas pression sur ces paradis fiscaux britanniques pour qu'ils rendent leurs registres accessibles au public. Donc, la réponse à votre question est oui. C'est le bon moment pour que les pays africains et la société civile africaine fassent pression sur le gouvernement britannique pour qu'il mette en place des registres publics de les propriétaires des sociétés sur l'ensemble de ces territoires. À mon avis, il s'agit de la plus importante mesure anti-corruption à l'ordre aujourd'hui. Ok, on sort de là avec cette préoccupation, cette dernière préoccupation. Il y a aussi l'éternel problème de ces juridictions secrètes qui sont des receleurs du produit des flux financiers illicites. Quelle est la position aujourd'hui de Tax Justice Network sur ces paradis fiscaux? Devrait-on attaquer le problème de front ou en limitant au mieux les sorties d'argent dans les pays africains notamment? Nous savons que le flux financier illicite et l'évasion fiscale nuisent à la qualité de développement en Afrique. Il faut donc prendre des mesures énergiques pour les combattre. Les gouvernements africains peuvent prendre des mesures internes telles que le renforcement de leurs autorités fiscales ou empêcher les sociétés offshore secrètes d'obtenir des marchés publics. Ils peuvent examiner toutes les conventions fiscales existantes et se retirer de ces conventions avec les paradis fiscaux qui refusent de coopérer avec les mesures anticorruption de base. Mais les pays africains peuvent aussi utiliser à la fois individuellement et collectivement pour demander aux grands paradis fiscaux comme le Royaume-Uni de coopérer avec efforts visant à réduire le flux financier illicite et la fraude fiscale. Par exemple, en imposant la transparence sur les sociétés écrins offshore. Il n'y a aucune raison légitime pour que le propriétaire des entreprises ne soit pas identifié. Et nous savons, d'après le Panama Papers, que les personnes qui bénéficient de ces secrets sont pour la plupart des criminels. Merci John, on continue avec l'autre volet de l'actualité internationale qui nous emmène, disons là, au Kenya, où la Cour constitutionnelle a pris une décision historique en rejetant l'accord de non-double imposition signé avec l'île Maurice. Pour le réseau Tax Justice Network Africa, c'est une grande victoire, je vous dis là, ce qu'a déclaré Alvin Mosioma, le directeur exécutif de Tax Justice Network Africa. Cette décision est révolutionnaire, pas seulement pour le Kenya, mais aussi pour les autres pays africains. Nous l'accueillons comme une validation de notre argument selon lequel les traités de non-double imposition doivent être soumis au processus de ratification prévu par des articles de la loi. Cette décision est un premier pas vers la bonne direction pour garantir la consultation de toutes les parties prenantes sur des questions d'intérêt national. On en est presque à se rappeler de ce que nous disait Salisso de l'ONG, article 19. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez suivre ce podcast sur les dizaines de radios francophones partenaires d'Afrique.
La page de l'émission est impotsocial.lepsin avec yn.com. Vous pouvez aussi continuer de nous suivre et même interagir avec nous via notre page Facebook à l'adresse Impôt et Justice Sociale, Impôt au pluriel. Notre compte Twitter, Impôt Social avec 2 S au milieu. La page YouTube est Impôt et Justice Sociale.com. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, c'est stitcher.com/podcast/Idriss avec 2 S /impôt et justice sociale. Et évidemment, vous pouvez nous contacter via email impôt-8social@outlook.fr. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois avec des sujets encore plus pointilleux, encore plus intéressants en matière de justice sociale en Afrique. Au revoir et à la prochaine.